Donc, à présent que vous avez fait déjà votre première approche de la CLI de iOS, nous allons voir à présent comment configurer un switch. Donc, nous allons voir dans cette vidéo tout d'abord la différence entre running config et startup config, puis nous verrons comment configurer le nom d'hôte de notre switch, nous verrons la configuration des interfaces, la configuration IP de votre switch, oui en effet vous verrez qu'il y a besoin de donner une adresse IP à votre switch dans certains cas, et nous verrons donc également comment configurer sa passerelle par défaut. Nous verrons ensuite la configuration des interfaces de commutation, puis des questions de sécurité que sont l'établissement de mots de passe, du SSH, et enfin la sécurisation des ports, donc sécurisation des ports, la configuration de ceux-ci, et enfin la question des adresses. Donc tout d'abord, running config et startup config, qu'est-ce que c'est? Donc dans un switch, cela est également valable pour tout système, tout composant réseau Cisco fonctionnant sous iOS. Vous avez donc une running config et une startup config, donc deux espaces distincts dans lesquels la configuration pourra être établie. Donc le premier espace, running config, c'est en fait la configuration qui est mise en mémoire vive, c'est-à-dire dans la RAM. Donc c'est la configuration actuellement utilisée mais qui sera perdue après redémarrage. D'un autre côté, vous avez la startup config, qui elle est donc un stockage de la configuration en mémoire non volatile, en NVRAM, qui sera chargé au démarrage. Donc pensez bien, dans tous les cas que nous faisons ici, quand nous effectuons une configuration, elle est établie dans la running config. Donc en cas de redémarrage de votre switch ou de votre routeur, toute cette configuration est perdue. Donc il faudra effectuer une opération d'enregistrement de votre running config vers la startup config. Comme ça, au prochain redémarrage, il lancera les scripts qui correspondent en fait à la startup config pour pouvoir remettre cette configuration dans la running config actuelle. Donc pour afficher cette configuration, on peut faire un show running config ou startup config. Alors d'ailleurs, pour les démonstrations concernant cette vidéo et le reste du chapitre d'ailleurs, je vais privilégier Packet Tracer. J'ai déjà évoqué le problème qu'on a avec GNS3 concernant les switches. Il m'a semblé ici qu'il était plus judicieux de vous présenter tout cela sur un entre guillemets réel switch plutôt qu'un routeur avec carte d'extension de switching. Bien entendu, tout cela est parfaitement applicable avec du GNS3 ou avec le matériel directement Cisco de votre propre laboratoire ou à distance. Donc ici, le petit laboratoire Packet Tracer que nous avons mis en place. Donc j'ai mis en place un switch de 1960. Ici, il a suffi donc pour ce faire d'aller dans Switches, donc CTRL ALT S, d'aller sélectionner le 1960 et de faire un glisser-déposer. D'accord. Ensuite, donc il aura fallu configurer ce switch. Donc pour ce faire, on peut aller dans la CLI, c'est ce que nous ferons par la suite. J'ai rajouté ensuite différentes machines, donc des end devices, vous pouvez directement aller les sélectionner avec un CTRL ALT V, deux machines génériques ici, et un serveur qui en fait servira de serveur DHCP. Donc pour les machines génériques, on clique dessus, on peut aller utiliser le command prompt, donc là c'est une émulation de MS-DOS, donc on peut faire des pings, on peut faire des IP config pour voir la configuration actuelle, etc. Donc là par exemple, on voit que cette machine est en 192.168.1.4 et que ça passerait par défaut le 192.168.1.1. Donc comment cela a été effectué? En fait, il a suffi d'aller à l'onglet desktop dans IP configuration et de le configurer en DHCP, étant donné que j'ai mis un serveur DHCP de l'autre côté. Tout ce qu'il a suffi de faire. Ensuite, on le connecte grâce à un câble de votre choix au switch, et on fait la même chose pour notre deuxième machine. Donc, on va dans sa configuration IP et on la met en DHCP. Et on peut le vérifier avec le command prompt en faisant un IP config. Ensuite, donc on a rajouté un serveur, donc on va toujours dans les end device, on prend un serveur générique, glisser déposer. Hop. Et on va aller configurer ce serveur. Donc ici, cette fois-ci, d'abord vous configurez l'IP en statique, 192.168.1.1.
et vous allez configurer donc le DHCP, l'activer en mettant on, et vous mettez la différente configuration. Donc là par exemple son adresse IP de démarrage c'est 192.168.1.0 et il va directement allouer donc des adresses IP en 192.168.1 quelque chose. Donc voilà, une fois ceci fait, vous sortez, vous pouvez mettre tous vos câbles et lancer le tout, et vous pouvez donc aller vérifier que chacune de vos machines a bien son adresse IP en faisant l'IP-config que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai rajouté un laptop, on verra par la suite pourquoi pour l'instant il n'est connecté à personne. Donc ici, on prend notre switch et on va aller configurer quelques petites choses dessus. Donc je vous montrais tout à l'heure comment lancer, comment afficher la running config actuelle. Donc bien entendu, on se met en configuration du terminal. Voilà. On se met en mode enable auparavant. Voilà. Donc vous aurez compris, hein, maintenant j'utilise des abréviations. On fait un show run. Donc en mode général, on va faire un show run. Hop là. Voilà. Et donc là, on a toute la configuration actuelle. On peut descendre en faisant entrer. Donc on voit les différentes interfaces qui sont à disposition, on voit qu'il n'y a aucune configuration pour l'instant pour ces interfaces, on voit notre VLAN 1, on en reparlera par la suite, et on voit directement que les VTY sont activés, on verra à quoi tout cela correspond. On peut également donc faire un show start config, startup config, show start en abrégé. Ici, on n'a pas enregistré notre configuration actuelle, la running config, dans la startup config, donc il n'y a pas de startup config pour l'instant. C'est-à-dire si vous redémarrez votre machine, aucune configuration n'est faite. Si on veut enregistrer notre running config dans la startup config, on fera tout simplement un white. Voilà. Et si on fait un show start à présent, voilà, on voit que dans notre starting config, on a bien ce qui était dans notre running config. Ce sera la même chose en faisant un copy running config vers startup config. Voilà. Le copy, lui, vous permet de faire d'autres choses en plus. Il vous permet d'aller sauvegarder votre running config ou votre startup config via du FTP, dans la flash, dans le TFTP, etc., etc. Donc ensuite, nous pouvons modifier le nom d'hôte de notre switch. Là, il suffira de faire un hostname. Donc on va passer en mode de configuration du terminal. Voilà, hostname. Vous aurez remarqué, j'utilise beaucoup les tabulations. Je vous recommande de le faire au maximum. Essayez pas de rentrer entièrement chaque option, etc. Vous risquez les fautes de frappe. Faites les premières lettres, tabulation, et il vous complète automatiquement. Donc, hostname, par exemple, ici, on va l'appeler Alform. Voilà. Et vous voyez directement que notre prompt a été modifié. Son nom dot auparavant était tout simplement switch. Ensuite, donc on va pouvoir configurer nos interfaces. Comment on va configurer nos interfaces? Eh bien, il faudra se mettre en mode interface, en mode de configuration des interfaces. Pour ce faire, il faudra faire un interface, le nom de votre interface, donc par exemple, voilà, et son numéro. Donc par exemple ici la 01. Hop, et là on est rentré en mode de configuration de l'interface face Internet 01. Bien entendu, on peut abréger tout ça. On peut faire un int fa 01. Hop, ça aura le même résultat. Donc, bien entendu, pour avoir vos différentes interfaces, vous pouvez faire un show interfaces, et là, il vous montre toutes vos différentes interfaces, etc. Hop. D'ailleurs, si je vous le montre intégralement, hop, voilà. Vous voyez qu'on a vraiment toute la description de tout ce qui se passe pour les différentes interfaces. Les interfaces sont allumées. Par contre, les interfaces qui sont connectées à personne sont éteintes, etc. Et on voit toutes les informations par rapport à la running config actuelle de ces interfaces.
Ensuite, donc, il est possible de configurer en une seule fois un ensemble d'interfaces. Par exemple, si je veux configurer, on va passer en mode de configuration du terminal, autant pour moi. Voilà, donc je veux configurer les interfaces Fast Ethernet. Hop, donc de 0,1 à, par exemple, la 20, comme je vous montrais ici. On va prendre directement jusqu'à la 10. Voilà. Donc ici, on va mettre toutes nos configurations qui s'appliqueront directement à l'ensemble des interfaces Fast Ethernet de 0,1 à 0,10. Comme ça, vous pouvez configurer l'intégralité des interfaces d'une carte d'extension ou tout un groupe d'interfaces, etc., etc. Ensuite, donc la configuration IP. Pourquoi on va avoir besoin de configuration IP sur un switch? Vous vous rappelez, un switch, donc c'est un composant de niveau 2, donc il n'est pas censé comprendre l'IP. Donc lui, il va s'occuper que de faire la commutation des trames, etc. Cependant, on peut avoir besoin d'accéder à notre switch via le protocole IP, tout simplement pour faire par exemple du telnet, du SSH, de l'interface web, etc. Donc là, en fait, on va mettre notre configuration IP, c'est pour lui donner une adresse IP par laquelle on pourra accéder à la configuration de ce switch. Ça sera pas pour l'usage de ce switch fait par les endpoints. Donc, pour ce faire, on va devoir du coup, vu qu'un commutateur n'est pas fait pour gérer l'IP, on va devoir passer par une interface virtuelle, on va utiliser VLAN 1. On verra dans les vidéos suivantes en détail en quoi consistent ces interfaces virtuelles. Donc là, on va utiliser l'interface VLAN 1 qui est donc une interface dans la VLAN par défaut. Donc pour ce faire, on passe en mode de configuration de cette VLAN 1. Voilà, tout bêtement. Ensuite, on va pouvoir configurer son adresse IP. Pour ce faire, on fait un IP adresse, l'adresse IP puis le masque. IP adresse, l'adresse IP. Donc là, par exemple, on va mettre 168.1. Hop. Et par exemple 100 en 255, 0. Voilà. Et ensuite, on pourrait aussi l'utiliser le DHCP pour ça. On aurait pu faire un IP adresse DHCP à la place de nos adresses. Et enfin, on va activer cette interface donc en faisant un no shutdown. Vous remarquerez au passage l'usage de la commande no qui permet d'inverser le comportement d'une commande. Donc shutdown c'est pour éteindre une commande, une interface pardon, no shutdown c'est pour l'allumer. Voilà. Donc vous voyez directement, il nous affiche que cette interface a changé son statut pour up, donc comme quoi elle est allumée. Si on fait un ensuite donc show interfaces VLAN 1, on a bien la configuration de notre interface VLAN 1. Donc ici, il affiche bien qu'elle est up, que son adresse IP est la 192.168.100 en /24, etc. Ensuite, donc on peut lui configurer sa passerelle par défaut. Donc on fera un IP default gateway en 192.168.1.1 par exemple dans notre exemple. Bien entendu, pour ce faire, on passe en mode de configuration à partir du terminal et on fera donc un IP default gateway et on lui donne l'adresse IP de la gateway. Comme ceci. Ensuite, donc on va pouvoir configurer cette fois-ci nos interfaces de commutation. Donc les interfaces sur lesquelles nos machines seront connectées pour pouvoir faire la commutation sur les trames. Donc là-dessus, on va directement passer donc en mode de configuration d'une de nos interfaces de commutation. Donc par exemple la Fast Ethernet 01. Ici dans notre exemple, la Fast Ethernet 01, elle est connectée au premier PC ici. Vous voyez, ici, si on regarde donc notre câble, il est connecté de FA0 sur le PC à FA01 sur le switch. Donc, on va pouvoir faire cette configuration. Donc, on passe en mode de configuration de l'interface, hop, 0, 1, comme ceci.
et on va pouvoir aller lui indiquer explicitement certains paramètres. Donc par défaut, la vitesse de la connexion et le mode duplex, c'est-à-dire est-ce qu'on est en half duplex ou en full duplex, va être géré automatiquement, négocié automatiquement avec le device qui est connecté à cette interface. Donc par exemple ici, si nous allons sur la configuration de notre machine, hop, on regarde directement, on voit que le mode duplex est en automatique et qu'il a été placé en full duplex, et que la bande passante a été mise à 100 mégabits par seconde, et aussi en mode automatique. On peut décocher cela pour aller expliciter l'utilisation. Donc ici, si par exemple, je lui mets, hop, on regarde donc les différentes vitesses qui sont possibles sur cette interface, il peut se mettre donc en 10 ou en 100. Donc par exemple, si je le force en 10, comme ceci, alors on va voir si il le détecte bien automatiquement. Voilà, automatiquement, le client s'est remis en 10. Si on le force en half duplex au lieu d'être en full duplex, on va pouvoir faire duplex comme ceci. Donc vous voyez, on peut le mettre en auto, c'est le cas actuellement, en full ou en half. On va l'expliciter en half, comme ceci. Donc maintenant, normalement, il a repris. Voilà, il s'est mis automatiquement en half. Si on veut revenir à là où on en était, on fait tout simplement un duplex auto et un speed auto. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc là, on aurait pu aller le vérifier ensuite en faisant un show. Donc, show interfaces. Donc ici, on était sur la fast Ethernet 01. Hop. Et on peut voir donc dans sa configuration, à cette ligne ici, qu'on est en 100 mégabits par seconde et en full duplex. Ensuite, on aurait pu également configurer la description de notre interface. Faisons cela directement pour un groupe d'interfaces. Comme ça nous donne un exemple pour tout ce qu'on a évoqué auparavant. Donc, on va passer en Interfaces Range. On va utiliser les Fast Ethernet, donc de 0.1 à 0.3. Voilà. Donc, Description. Interface pour les machines. Voilà. Et donc ensuite, on peut avoir cette description directement. Hop, on fait ce qu'on avait fait auparavant, donc hop là, encore show interfaces fast ethernet 01. On voit qu'on a notre description qui apparaît directement ici. Comme on l'a fait en range, ça sera la même description pour le 02 que pour le 03. Voilà. Ensuite, donc on va passer à des questions de sécurité. Alors sachez tout d'abord que par défaut, votre commutateur, comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, est entre guillemets convenablement sécurisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on entre guillemets le sort de la boîte, votre switch n'est pas fait pour utiliser du telnet, il n'est pas fait pour utiliser du SSH. La seule configuration qui pourra se faire sera par le port console. Donc du coup, il faut pouvoir avoir accès à ce switch pour le configurer. Vu que normalement votre switch est bien enfermé dans une salle appropriée, la sécurité est bonne. Bien entendu, si votre switch est en accès entre guillemets public dans une salle où tout le monde peut avoir accès, n'importe qui peut se connecter à son port console et le configurer comme il veut. Donc là, on sait sûr que c'est pas sécurisé. Normalement, si on respecte bien les normes de sécurité, il est dans une salle enfermée et tout, donc c'est bon. Cependant, si on veut activer le telnet, le SSH, on aura besoin de mettre en place une sécurité supplémentaire pour que n'importe qui ne puisse pas se connecter à la configuration de ce switch. Donc on devra mettre en place un mot de passe sur le telnet et une authentification sur le SSH, on verra comment. Et on va également devoir mettre un mot de passe sur le mode Enable. Donc je vous rappelle, vous passez en mode Enable, c'est pour lancer des configurations, etc. C'est ce qui est indiqué quand vous êtes avec le petit sharp ici.
Donc on a déjà vu ensemble comment mettre en place un mot de passe pour le passage en mode enable. C'était donc la commande enable secret et votre mot de passe. Nous allons à présent voir comment mettre en place un mot de passe pour l'accès par une ligne de configuration. Donc on a deux types de lignes de configuration, la console et les virtual terminals. Donc ça va être pour le telnet. Donc si on veut mettre en place un mot de passe pour la ligne console, on se mettra en mode de configuration de la ligne console, donc line console 0. Donc là, c'est la première connexion console. Voilà. Donc line, on va passer d'abord en mode configuration. Hop. Donc line console 0. Hop. Et on va rajouter un mot de passe. Donc pour ce faire, on va aller rajouter un password et on donne notre mot de passe. Et ensuite, on va mettre la commande login. Donc password, par exemple alform. Hop. Puis login pour indiquer qu'on doit se loguer sur cette interface. Et donc ici, si je fais un exit partout, voilà. Alors, j'espère que Packet Tracer le prend en compte. Voilà. Donc ici, il me demande un mot de passe car je me connecte via la console 0. Si je veux mettre la même chose pour le telnet, je vais aller dans le mode configuration. Voilà, je vais aller configurer les lignes VTY 0 à 15. Donc ça dépendra après de votre type de matériel. Vous pouvez avoir de 0 à 4 ou de 0 à 15 VTY. Donc les VTY, c'est les Virtual Terminal. Donc en fait, ce nombre indique le nombre de terminaux virtuels auxquels vous pouvez vous connecter simultanément. Donc le nombre de sessions telnet qui pourraient être lancées simultanément sur ce switch. Donc ici, bah, évidemment, on met le mot de passe en place pour tous ces VTY. Donc de 0 à 15. Voilà. Et ici, donc on va effectuer la même opération, donc password. Et on va mettre alform, pareil. Hop. Login. Exit. Et si on se reconnecte en telnet ou en SSH, en telnet en tout cas, il va nous demander donc ce mot de passe. Donc cette simple opération nous a permis d'activer le telnet sur notre machine. Quand il était nécessaire de mettre en place un mot de passe pour pouvoir activer le telnet. Ensuite, pour le SSH, c'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà, bien entendu, il faudra faire en sorte d'avoir une gestion des utilisateurs. SSH a besoin de noms d'utilisateurs pour pouvoir se connecter. Donc pour ce faire, sur nos lignes VTY, on va mettre un login local pour lui dire donc qu'il va aller chercher les noms d'utilisateurs en local, donc ceux qui sont configurés dans le switch. Donc on va faire cela directement. Donc je reviens sur la configuration line VTY 0 à 15. Hop. Et je vais donc faire un login local. Voilà. Ensuite, donc il faudra activer le SSH en plus du telnet ou au lieu du telnet. Généralement, on mettra au lieu du telnet. Donc on va faire un transport, input, et ensuite les protocoles qu'on va utiliser, donc telnet ou SSH ou les deux. Ici, on va activer les deux, mais généralement, pour des questions de sécurité, on ne mettra en place que le SSH. Donc, transport, input, telnet, SSH. Alors ici, malheureusement, donc disais-je ici, malheureusement, on est sur Packet Tracer, donc il ne nous le prend pas comme ça. On va devoir activer tout simplement le SSH comme ceci. Donc, transport input SSH. Ensuite, donc on va rajouter une ou plusieurs paires utilisateurs mot de passe. Donc pour ce faire, on va se remettre dans la configuration générale et on va faire un username, le nom de notre utilisateur, password, le mot de passe qui correspondra à cet utilisateur. Donc, on sort de la configuration de la ligne, username, donc par exemple alform,
password alform. Voilà. Donc, une fois ceci fait, on pourra se connecter directement à la machine via ce login et ce mot de passe. On va faire en sorte d'avoir notre switch qui appartiendra à un nom de domaine. Là, on va utiliser exemple.com. Donc, IP domain name. Hop. Exemple.com. Voilà. Et ensuite, donc on va générer une paire de clés publiques et privées ainsi qu'une clé de chiffrement partagée. Donc, crypto key generate RSA. Voilà. Donc on répond aux différentes questions. Voilà. Donc là, il nous a généré les clés en 72 bits comme on voulait, etc. Donc une fois ceci fait, vous avez le SSH activé sur votre machine et il vous suffira d'utiliser PuTTY comme on l'a vu dans la vidéo précédente pour vous y connecter. Ensuite, une autre question de sécurité, ça va être la sécurisation des ports. Donc là, on est véritablement sur un sujet très lié au switch. Donc là, pourquoi on va sécuriser nos ports? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, sur notre switch, on peut faire en sorte que n'importe qui puisse se brancher à un port. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, notre switch va automatiquement mettre à jour sa table CAM pour faire correspondre à la nouvelle machine qu'il y a sur ce port, son adresse MAC et au port. D'accord? Donc ça, ce système, ça veut dire que n'importe qui peut débrancher une machine et se mettre à sa place. Donc ça pourra mettre une faille de sécurité, c'est-à-dire que vous avez n'importe quel visiteur dans votre entreprise, avec son laptop, il se connecte à votre réseau en se branchant sur le switch, et il peut donc intégrer le réseau comme il veut. Bien entendu, il y a d'autres niveaux de sécurité au-dessus, mais déjà c'est une première faille. Donc, histoire d'éviter cela, on va faire en sorte de limiter l'usage d'un port à seulement un certain nombre de machines, une ou plusieurs machines. Donc bien entendu qui seront identifiées par leur adresse MAC. C'est comme ça, si un utilisateur se connecte à ce port alors qu'il n'est pas dans la table des personnes autorisées à utiliser ce port, le port pourra être carrément éteint ou au moins les trames pourront être bloquées, etc. On va le voir par la suite. Donc pas à pas, comment on fait cela? Déjà, il va falloir se passer en mode de configuration de l'interface sur laquelle vous voulez mettre une sécurisation du port. Donc un port interface, le port c'est la prise si vous voulez, l'interface c'est ce qui va correspondre à l'identifiant de notre prise. On parle de sécurisation des ports, mais on parle de configuration d'interface. Donc on fait interface, passe Ethernet par exemple 0,1. Donc dans notre exemple, passe Ethernet 0,1. Voilà. Voilà, petite faute de frappe de ma part. Donc ensuite, on va passer l'interface en mode access. Donc pour ce faire, on va faire un switch port mode access. Donc là, c'est un élément qui est indispensable pour pouvoir avoir la configuration de la sécurisation des ports sur notre switch. Ensuite, on va activer la sécurisation des ports sur cette interface. Donc on va faire un switch port security. Port security. Voilà. Évidemment, on aurait pu faire cette configuration pour un groupe d'interfaces. Tout d'abord, ces premières étapes de configuration. Ensuite, comment on va pouvoir configurer tout cela? Donc, il y a deux éléments optionnels. Par défaut, il y a certaines valeurs. Donc, tout d'abord, on peut indiquer le nombre maximum d'adresses MAC sécurisées sur cette interface. Par défaut, c'est 1. Donc, il y a une seule machine qui peut correspondre à cette interface. C'est logique si vous n'avez pas de hub derrière. Si vous avez un hub derrière, dans ce cas-là, vous pouvez avoir plusieurs machines. Dans la plupart des cas, vous n'aurez qu'une seule machine connectée directement à ce port, et donc on mettra ce paramètre 1. Donc si vous voulez modifier ça, switch port, port security, maximum, et le nombre maximum de machines qui peuvent se connecter. Donc 2, 3, 4, etc. Via ce port. Ensuite, on va indiquer l'action à réaliser à la réception d'une trame non conforme, c'est-à-dire qui a pour adresse MAC source
celle d'une machine qui n'est pas dans la table d'autorisation de ce port. Donc c'est optionnel également. Par défaut, ce sera shutdown et je vous recommande de laisser à shutdown. Donc shutdown, c'est quand vous recevez une trame non conforme, c'est-à-dire dont l'adresse MAC source n'est pas dans la table de correspondance, il va aller désactiver l'interface avec blocage des trames et avertissement. Mais vous pouvez être moins sévère. Vous pouvez utiliser le mode restrict. Donc là, il y aura blocage des trames et avertissement, donc un message syslog, c'est-à-dire qu'on va loguer cette information, l'envoi d'un trap SNMP et l'incrémentation du compteur d'erreur. Cependant, on ne désactive pas l'interface. Donc on ne va pas faire en sorte, s'il y a par exemple plusieurs machines connectées sur cette interface, on va pas faire en sorte de couper toute la communication avec cette interface, avec ce port. Seul, a priori, l'attaquant sera interdit de passage d'informations de trame via ce port. Donc ça, c'est le mode restrict, c'est bien l'utiliser quand vous avez un hub derrière votre port. Et enfin, le mode protect, lui, ça va être un blocage de trame sans message d'avertissement, ça, éventuellement pour vos tests, mais a priori, ne l'utilisez pas. On aimera toujours être informé tout de même s'il y a une attaque sur notre réseau. Donc pour ce faire, switch port, port security, violation, suivi de protect, restrict ou shutdown. L'un des trois. Ensuite, donc, pour configurer nos adresses qui vont être autorisées sur ce port, on a trois solutions. La première, c'est une configuration manuelle, explicite. Donc pour ce faire, on va lancer la commande switch port, port security, MAC address, et on va marquer l'adresse MAC. Dans notre exemple, ici, voilà, c'est cette machine qui est connectée, si on regarde bien, voilà, au face Ethernet 01. Donc on va prendre son adresse MAC. Hop, donc on va dans config fast Ethernet et on a son adresse MAC qui s'affiche ici. Hop. Et donc on va retourner dans la configuration de notre switch. Et on va donc mettre switch port port security, MAC address et l'adresse MAC. Donc ici, on va la mettre directement. Voilà. Hop. Alors bien entendu, on va l'expliciter comme ceci. Et autant pour moi, donc il faudra la marquer comme ceci. Hop. Donc, comme ceci. Voilà. Hop là. Donc ici, on a explicitement dit que l'adresse, ici on a réutilisé les paramètres par défaut, donc la seule adresse qui est autorisée comme adresse MAC source sur les trames qui proviennent de ce port sont celles avec cette adresse MAC, explicitement. Si on veut utiliser une autre solution, on pourra faire en sorte que notre switch apprenne automatiquement, dynamiquement, ces adresses MAC. Donc il y a deux solutions pour cela. La première, ça va être un apprentissage dynamique simple. Ces apprentissages dynamiques simples ne peuvent être enregistrés. Donc ça, en fait, comment ça va se faire? C'est si il reste des adresses MAC possibles sur votre interface, que vous n'avez pas configuré explicitement, votre switch va remplir sa table avec les adresses MAC sources des trames qui seront passées par lui jusqu'à ce que sa table arrive au nombre maximum d'entrées. Donc je rappelle, nombre maximum d'entrées, c'était grâce à switch port, port security, maximum number. Donc, si vous avez mis un nombre de 1, le paramètre par défaut, mais dans ce cas-là, il reçoit une trame, il enregistre cette adresse MAC source et c'est tout. D'accord? Et au bout d'un certain temps, il va éventuellement la mettre à jour, si ça a changé. Vous aurez bien compris que c'est pas le plus sécurisé. Donc, en plus, on peut pas l'enregistrer. C'est-à-dire que c'est pas enregistré dans la running config, c'est pas enregistré dans la startup config. C'est-à-dire si on redémarre notre service, si on redémarre notre switch, pardon, on va perdre toute cette configuration. Donc il devra réapprendre. Donc si au final un utilisateur a pu se connecter et a eu la main sur le switch pour le redémarrer, ben dans ce cas-là, au redémarrage, le switch va apprendre son adresse MAC de l'attaquant. Donc la sécurité n'a servi à rien. La deuxième solution, c'est d'utiliser les adresses sticky, le mode sticky. Donc le mode sticky, c'est la même chose que l'apprentissage dynamique classique, sauf que les adresses apprises dynamiquement vont être enregistrées dans la running config.
ce qui vous permettra ensuite éventuellement de faire un white pour l'écrire dans la startup config, et donc au redémarrage, il n'aura pas besoin de réapprendre cette adresse dynamiquement apprise. Donc généralement, soit on le met explicitement, soit on privilégiera le sticky et on enregistrera ensuite. D'accord ? Sticky, bon, si on est un petit peu feignant, ou s'il y a beaucoup de machines sur derrière ce port, donc s'il y a un hub derrière. Donc par défaut, ce mode sticky est désactivé. Vous pouvez l'activer en faisant un switch port, port security, MAC address et marquer sticky à la place de votre adresse MAC. Donc quand vous activez ce mode sticky, s'il y a des adresses qui ont déjà été dynamiquement apprises, il va les passer en mode sticky. C'est-à-dire il va les enregistrer dans la running config. Donc si vous faites un white, même après qu'il y ait eu plein d'adresses MAC et apprises dynamiquement sans le mode sticky, et que vous lancez le mode sticky, vous faites ce white après, bah vous avez bien toutes les adresses apprises dynamiquement qui sont dans votre startup config. D'accord ? Là, inutile de l'activer dans notre exemple, on l'a déjà inscrit explicitement et il ne reste pas de possibilité. Donc, dernière petite démonstration. Hop. Donc là, ici, on a enregistré tout cela dans notre machine. On va faire un exit. On va faire, hop. On revient dessus. Donc ici, vous voyez bien, celui-là, il peut communiquer. On va lancer par exemple un ping 192.168.1.1. Et il peut bien envoyer des pings, etc. Il reçoit les réponses, tout va bien. Ici, si on supprime cette ligne et qu'on la remplace par une ligne avec le laptop. Donc, imaginons le laptop de l'attaquant. Donc lui, il s'est connecté à la prise qui était à l'origine destinée à cette machine. Donc lui, normalement, n'est pas destiné à cette machine, d'accord ? Si on lance, donc déjà, ipconfig, hop, donc il n'a pas reçu une adresse IP via DHCP. Ça c'est pas très normal, d'accord ? Donc normalement, ça veut bien dire qu'il ne communique pas sur le réseau. Tentons quand même. Donc on va lui indiquer une adresse IP statique, 192.168.1.101 par exemple, hop, avec 192.168.1.1 comme passerelle par défaut, hop. Donc si on refait notre ipconfig, ici on a bien cette bonne IP qui est faite, et si on fait un ping vers 192.168.1.1, voilà, vous voyez bien qu'il ne peut pas pinguer. Et cela est directement illustré par le fait que notre lien apparaît en rouge. Si vous revenez sur votre switch, on va faire un show interfaces fast ethernet 0/1. Vous voyez directement que cette interface est passée en down. D'accord ? Elle a été désactivée suite à une erreur, à une tentative qui ne correspondait pas à la sécurité des ports qui a été faite. D'accord ? Donc là, on a directement, grâce à notre configuration, empêché notre attaquant d'utiliser une faille. Si on reconnecte à l'autre machine, il faudra réactiver. Donc, on va aller dans la configuration. Voilà, on va aller configurer cette interface Fast Ethernet 0.1 et on va lui faire un no shutdown. Voilà. Donc voilà, il avait fallu quand même la désactiver manuellement, donc on fait un shutdown avant, hop, et ensuite on fait le no shutdown. Sinon il refuse de le faire. Donc voilà. Une fois ceci fait, bah, il va s'y connecter directement, etc. Il va avoir le droit et tout va bien se passer. Donc, cela conclut notre vidéo sur la configuration des switches. Donc nous avons vu l'essentiel de la configuration d'un switch Cisco tournant sous iOS. Donc nous avons vu comment comprendre le système de configuration avec le système de startup config et running config. Nous avons vu quelques paramètres globaux, le nom d'hôte, l'adresse IP, donc par rapport à notre VLAN 1, ce dont on va parler juste derrière, la passerelle par défaut, etc. Nous avons vu la configuration des interfaces,
comment rentrer en mode de configuration des interfaces, comment faire en sorte de leur configurer une adresse IP, donc cela sera applicable pour les routeurs par la suite, comment changer leur mode duplex, comment changer leur rapidité, etc., leur vitesse, etc. Nous avons vu enfin quelques questions de sécurité, donc la protection par mot de passe, le SSH et la sécurisation des ports. Et cela conclut donc cette vidéo, et je vous donne tout de suite rendez-vous pour une introduction au VLAN suivie d'une autre vidéo de mise en pratique des VLAN sur nos switches, ce qui conclura enfin notre chapitre sur le switching, et on pourra passer à l'approfondissement du protocole IP ensuite. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour les VLAN.